Nous venons maintenant au Togo. Le gouvernement togolais et le Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain ont signé le jeudi dernier un accord par lequel l'administration américaine octroie 35 millions de dollars US à l'État togolais sous forme de dons dans le cadre du programme Threshold. Cette cérémonie fait suite à l'approbation du programme par le conseil d'administration du MCC le 3 avril 2018. C'est une étape qui vient couronner un processus de préparation qui a duré 3 années, mené conjointement par une équipe togolaise et des experts du MCC avec la forte participation des acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile, a laissé entendre Stanislas Baba, coordonnateur du MCC au Togo. On peut dire, David, que déjà si le Togo a pu remporter le programme Threshold du MCC, c'est que en matière de réforme, parce qu'il y a des réformes qu'il faut opérer, ce qui fait gagner des points, le Togo a été bon élève. Que ces réformes soient accompagnées de résultats et que le suivi soit fait. Bon, le résultat, c'est déjà qu'on ait les 35 millions de dollars US. Ben, ailleurs, c'est 400 millions. Bon, je pense qu'il y a 2 programmes. Il y a le Threshold et puis il y a le Compact. Oui, moi je parle du premier. C'est ce que les 35 millions que les Américains ont donné. Pour les Guinéens, c'est 200 millions. Pour Burkina, c'est 400 millions de dollars. Et vous savez qu'il y a 3 ans, ce programme a été coupé. Le Togo avait été, à un moment, coupé de ce programme parce que des résultats n'ont pas été donnés. Alors, si aujourd'hui les Américains reviennent, c'est parce qu'ils ont peut-être compris que les choses ont avancé. Maintenant, il faut que les choses se fassent comme on l'aurait souhaité, que cet argent serve à faire quelque chose. On nous dit que c'est pour travailler sur le secteur foncier et l'éthique. Aujourd'hui, quel est le besoin des Togolais? Nous avons tous des besoins ponctuels. Et donc, il faut que le quotidien du Togolais change. Ça ne sert à rien d'aller prendre 17 milliards de francs CFA, l'équivalent de 35 millions, pour l'injecter dans des secteurs ou dans des domaines qui ne sont pas porteurs, ou que quelqu'un seul s'en accapare. C'est défini d'avance. Oui, c'est défini. Les domaines sont définis, oui, définis d'avance. C'est les Américains qui acceptent de financer tel domaine ont été définis dans des projets qui ont été financés par les partenaires internationaux. Mais qu'est-ce que ça a donné? Donc, je veux dire, aujourd'hui, si le Premier ministre a accepté d'aller parrainer cette cérémonie, ça veut dire que le gouvernement togolais a le droit de regard sur la gestion qui va être faite de cette manne qui a été mise à la disposition du gouvernement togolais. En 2015, quand le Togo a été coupé de cette aide, on l'avait compris. Les Américains ont dit que les résultats n'ont pas été atteints. Alors, si les Américains sont revenus pour donner 35 millions de dollars au gouvernement togolais, il faut que cet argent serve à faire ce pourquoi il a été mis à la disposition. C'est pas de l'argent à détourner. C'est impossible parce que de détourner cet argent. Parce que c'est des moi, j'ai eu quand même à discuter avec le trésor américain quelqu'un qui est sur le programme qui me dit c'est pas de l'argent qu'on prend, qu'on remet aux autorités. Non. C'est tout est directement géré par les Américains. Le trésor américain. En fait, les Togolais ne font que peut-être suivre, ça évolue bien. Mais c'est pas de l'argent qu'on donne à quelqu'un pour qu'il s'en mette plein les poches. C'est pas des trucs d'agriculture, des programmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2015, le Togo soit coupé de cette aide? Non, c'est peut-être qu'ils n'ont pas validé. On n'a pas été coupé, mais l'échéance a été reportée. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il y avait eu un problème à la base. Non, on estimait que qu'on dise que les Américains vont suivre. Nous sommes tellement habitués. Nous avons des centaines de projets qui ont été financés, que ce soit les Américains. Et si tant est que cet argent va servir à travailler sur le domaine foncier, parce que le domaine foncier au Togo, c'est une bombe à retardement. Ça, c'est clair. Et donc, si cet argent pourra servir à véritablement trouver des solutions pour éviter que des Togolais aient des problèmes tout le temps que vous achetez un terrain, après des années d'investissement, si ça peut être ça, alors là, nous applaudissons tous. Oui, vous savez, moi je crois à la pertinence de ce projet parce qu'il s'agit quand même du gouvernement américain. David a soulevé le cas tout à l'heure du montant qu'on a alloué au Bénin, en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut reconnaître, que c'est ça aussi le mérite du gouvernement togolais actuel, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a eu des antécédents fâcheux au Togo depuis les années 90. La coopération a été coupée avec les partenaires en développement et tout. Et à un moment donné,
avec surtout le régime de Faure, on a commencé des réformes et aujourd'hui, la satisfaction est là. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer son entreprise, d'investir au Togo. Et parmi les indicateurs, il y a le foncier. Vous avez vu? Et je me réjouis qu'en juin 2018, si je ne me trompe pas, le gouvernement togolais où le Parlement a adopté un nouveau code foncier. David le soulevait tout à l'heure. En réalité, l'échéance était fixée, l'échéance du seuil threshold était fixée en 2015, mais on a estimé que ce n'était pas suffisant. Les points n'étaient pas aussi suffisants pour qu'on puisse... Voilà. Non, donc, on a... à l'époque. Mais c'est le gouvernement américain qui a établi son projet. Il a dit, mon ami, tu es dans le système, mais tu ne remplis pas encore la totalité. C'est une injustice. On est mal placé pour dire que c'est une injustice, parce que c'est moi qui ai confectionné mon projet. Je dis, j'ai fixé 100 points, tu as atteint 80, tu n'as pas encore la moindre. Non, si c'était clair comme ça, il n'y aura pas de problème. Les gens n'ont pas atteint le nombre d'indices que le Togo a atteint, mais on leur a fait accorder ce programme-là. Mais de toutes les façons... Peut-être aussi qu'il y a des indicateurs qui sont, par exemple, primordiaux sur d'autres. C'est-à-dire, vous pouvez dire, si c'est 20, par exemple, actuellement, le Togo a validé 14 indicateurs sur 20. Mais peut-être sur les 14, il y en a qui sont plus importants. Je vous assure, et si vous ne les atteignez pas, vous les Samuel, je vous assure que les deux indicateurs dont on parle, le foncier et l'éthique, mais pour un pays comme les États-Unis, c'est très important. Le foncier, tout investisseur dans un pays, c'est quand même... c'est les premières choses vers lesquelles on... C'est un terrain, vous avez besoin d'un terrain pour s'implanter et investir. Et après, c'est la télécommunication. Vous allez voir, quand la crise, on passait les mois de crise en août-septembre 2017, on a coupé Internet, on a vu la réaction. Dans les grandes démocraties, on conçoit très mal cela. Vous allez voir. On a même dû rappeler les autorités à l'ordre. Mais on doit quand même... La priorité ailleurs, ce n'est pas nous aider à sortir de l'ornière ou de voilà, c'est ça. Si nous voulons réellement qu'on cible les priorités au Togo ici, les priorités des priorités, ce n'est pas histoire d'éthique, ce n'est pas histoire de foncier. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est pas ça la priorité. Il y a des priorités ailleurs, effectivement. La particularité, c'est en deux étapes. On l'a pris, on est d'accord, on ne peut pas refuser. Voilà, c'est en deux étapes. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous... C'est votre argent. Non, c'est pas l'argent du Togo, c'est l'argent des Américains. Les Américains disent je vous donne 35 milliards. Mais vous faites 10 milliards. On l'accepte, mais c'est pas question de priorité. Il paraît que l'autre étape, c'est la lutte contre la corruption. Qui vaut le seuil compact. C'est la lutte contre la corruption qui vaut le seuil compact maintenant. C'est pour ça que le jackpot qui arrive. La haute autorité annonce déjà qu'elle va s'intéresser à l'affaire de la route de Vaughan en foin de parmi tant d'autres, parce qu'il y a plusieurs dossiers. Mais je sais par exemple je sais par exemple que sur le cas du on parle du fait qui a été entre-temps changé, selon la personne ressource que j'ai contactée, c'est-à-dire c'est pas vraiment le foncier et l'éthique, c'est pas ce que les autorités voulaient au départ, mais c'est dans les discussions avec les Américains, c'est eux qui les ont progressivement amenés vers là. C'est ce que je dis, que les Américains, ils ont conçu leur projet, ils disent, parce que c'est nous qui avons besoin d'eux en réalité. C'est pas parce que tu as besoin de moi que je dois t'imposer n'importe quoi. Ce n'est pas une imposition, c'est des critères qui ont été définis. Mais pourquoi on a reporté en 2015 et le gouvernement togolais n'a rien dit? Ce n'est pas que si tu atteins ce seuil, tu as ceci, tu as tel projet. Tu atteins ce seuil, tu as tel projet. Non, c'est des projets, comme il le dit, c'est des projets vers lesquels on a conduit le Togo. Je dis que les priorités ne sont pas très bien définies dans ce cas. Mais, quoi qu'il en soit, on en a besoin, puisque ce secteur aussi, ces deux secteurs posent problème aussi. Mais quand on veut parler d'éthique, nous sommes quand même en avance sur beaucoup de pays. On a fait un progrès énorme en ce qui concerne l'éthique. Là, vous me rejoignez là. Vous me rejoignez. C'est grâce à ces efforts, c'est grâce à ces réformes qu'on développe maintenant. On veut financer un secteur pareil, pas ça.
C'est toujours dans la même dynamique. Non, mais dans la même dynamique. Vous, là où vous vous sentez bien, on dit qu'on va vous accompagner encore là-bas. Et là où vous avez des faiblesses, on ne veut pas vous renforcer là-bas. Moi, je dis que ce projet pose problème. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'équivalent. Je ne dis pas que c'est un mauvais. De ces 35 millions, ça fait 17 milliards de francs CFA. Oui. On a 17 milliards de francs CFA au Togo pour piloter un projet ou des projets pareils. Mais si chaque fois vous allez tendre la main, moi je ne comprends pas Et ce n'est pas fini non plus. Voilà. Et ces aides sont comptabilisées sur des dettes. Ce ne sont pas des aides comme disent que on parle de dons. Non, ceci n'est pas comme ceci, c'est un don. Non, ce n'est pas ça. Je suis prêt à donner ma tête. Non. Les dons qui sont faits par les puissances étrangères, aucun pays. Oui, mais ce programme est spécial. Ce programme est spécial. Que ce programme ait un caractère spécial ou pas, aucun pays n'a jamais fait des dons gratuits. Ces dons financiers sont comptabilisés sur les dettes. Il y a toujours de ce pays-là. Alors moi je dis, si on a 17 milliards, est-ce que nous n'avons pas 17 milliards au Togo? Nous avons 17 milliards. Nous avons plus. Les gens ont détourné de l'argent dans ce pays. 2 milliards. Mais si le gouvernement s'attelle à lutter contre les détournements, la gabegie financière, les vols, etc., nous n'aurons forcément plus besoin que ces Américains viennent nous imposer ce que nous avions déjà fait. Dimas disait que l'éthique, je vous dis, allez en Guinée pour voir ce qu'on appelle l'éthique. Allez au Niger pour voir. Au moins chez nous, vous avez la possibilité de travailler avec votre téléphone. C'est pas ça. Mais on a quand même la facilité de disposer de l'Internet. Oui, mais est-ce qu'on ne parle pas comme ça parce qu'on est en ville? Il faut aller dans les milieux reculés aussi pour voir. Écoutez, j'étais à Niamtougou. Je suis rentré dans les villages, dans les fermes, dans les campagnes. J'ai au moins la connexion Internet. Ça, c'est bien. Dans certaines localités, le travail se fait de façon alternative entre le Togo et Mou. Quand vous allez aujourd'hui à Niamey, vous allez à Conakry, vous allez un peu vers les pays anglophones, la Sierra Leone, n'en parlons même pas. La Gambie, en toute franchise, nous avons une avance sur ces pays en matière de TIC. Pourquoi les Américains vont nous donner 35 millions et nous dire... Mais quoi qu'on dise ma gloire, qui donne, ordonne. Mais ça, c'est clair. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est nous qui avons besoin en réalité. Et donc, moi, j'estime que oui, on nous l'a donné, mais c'est pour nous dire que nous pouvons mieux faire. Parce qu'il y a plusieurs critères. Ça... Considérons-le comme un acquis. Mais le plus grand des défis à relever, c'est la lutte contre la corruption. Et c'est ça qui conditionne le seuil compact qui est le jackpot. Et vous êtes tous d'accord avec moi. Et ce n'est pas pour rien que vous allez voir que ces derniers temps, la Hapulsia s'est réveillée de son long sommeil, parce que depuis 2015, elle était là, on l'a vu. La Hapulsia nulle part, hors des dossiers. On en a assez dans ce pays. On s'en réjouit quand même que finalement, elle s'est réveillée. Et donc, quand on en a des dossiers comme la Cannes ou la route, c'est des bonnes guerres. Même moi, je me dis, ce ne sont pas les seuls dossiers dans ce pays-là. Mais il faut quand même commencer par quelque chose. Oui, c'est ça la satisfaction. Donc, voilà. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est la façon dont le projet est piloté. C'est vraiment excellent, ce qui s'est passé. C'est pas parce que c'est une cellule rattachée directement à la présidence et confiée à deux grands bosseurs, le ministre Stanislas Baba et Madame Sandra Johnson. Mais c'est d'excellents travailleurs qui travaillent jour et nuit. Dans des conditions difficiles, dans des conditions de santé physique difficiles. Parce que, excusez-moi, nous avions vu entre-temps Madame Johnson qui était enceinte. Mais vous voyez avec son gros ventre qui continue toujours pas à travailler. Elle n'a pratiquement pas eu de congé de maternité. Elle a continué pas à travailler. De même que Stanislas Baba, fatigué, même malade, il est toujours... D'autres ne font pas ce boulot, mais ils s'enrichissent. Oui. Vous voyez, et ils ont travaillé, ils ont le résultat. Et ils continuent pas à travailler. Et ils travaillent directement sous la coupole du chef de l'État. Et ça, c'est important de le souligner parce
parce que dans la mentalité de beaucoup, c'est que bon, voilà encore de l'argent qu'on jette pour nos autorités. Ils ont fait tout ça, mais ils ne toucheront pas un seul franc de ces 35 millions de dollars. C'est pour ça que moi je veux que tous les grands projets là, tout ce qui s'est passé au niveau de l'agriculture, tout ce qu'on a au niveau de santé, tout ça là, soit coordonné directement par la présidence de la République. Et ça si c'est pas là où on doit passer pour avoir des résultats probants sur le terrain, il faut qu'on le fasse, qu'on rattache ces projets-là directement à la présidence. C'est très pertinent ce que Dimas dit, parce que nous avons vu dans ce pays, il y a eu plusieurs projets de terre d'une grande envergure où on a commencé à fanfare, mais finalement, on ne sait plus comment ça s'est fait. Même des investisseurs se sont plaints que les comment vous appelez ça, l'argent alloué au projet dans ce pays, l'argent est là, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas quoi en faire. Ouais. Et à un moment donné, on a menacé même de retirer les sous. Et beaucoup sont retirés. Et là, ce que je reproche à la gouvernance forte, c'est qu'on a fait le constat, mais on n'agit pas. Qu'est-ce qu'on a fait de ces messieurs? DSRP, PUDC. Actuellement, c'est le PNIASA, tout ça. Aujourd'hui, je me réjouis que quand vous voyez on ne jure que par le PND aujourd'hui. Les gens ont déjà aiguisé. C'est piloté depuis la présidence. C'est une très bonne chose. Le MIFA. C'est depuis la présidence. Je pense que c'est le MIFA qui est devenu quoi? Non, c'est un mécanisme. Ils ont ajouté TSA. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'actuel ministre de l'Agriculture, le jeune Baka, qui pilotait. On sait tous que c'est le principal cerveau de ce mécanisme-là. Maintenant, il est devenu ministre. Qui est-ce qui va prendre la relève? Ou bien ça va se faire toujours avec lui? Je ne sais pas. Il y a eu un appel à candidature qui a été lancé. J'ai lu ça quand même pour recruter des gens dans le cadre du MIFA-SA. J'ai lu quelque chose comme ça. De toute façon, c'est une très bonne chose. Mais ce que je dis, oui, on reconnaît aujourd'hui que c'est parce qu'il y avait eu faille dans la conduite des projets précédents qu'on tente aujourd'hui de faire chapeauter tous ces grands projets par la présidence. Mais alors, il faut taper. Il faut taper là où il y avait eu des vous voyez qu'il y a plus d'efficacité là-bas. Il faut punir les voleurs. Il faut punir, c'est ce que je dis. Vous savez ce que Yadema faisait dans le temps feu Yadema. Yadema avait fait démettre dans ce pays un ministre qui était directeur général. Il était directeur général d'une société. Il a été nommé ministre. Il a gardé le poste de directeur général avec tous les avantages. Et au même moment, il a le poste du ministre. Et quand il y a des mal là-dessus, il a fait démettre de ses fonctions de ministre et de directeur général. Lorsqu'il y avait eu les problèmes de l'ONATO, en principe, ce n'est pas lui. Les détournements. En principe, ce n'est pas lui. Quand on te nomme, le secrétariat général du gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour que les fonctions qui doivent être amputées de ta nomination soient faites. Normalement, c'est ce qui devait être fait, mais ça n'a pas été fait. Lorsqu'il y avait eu les détournements à l'ONATO, l'ancien ministre Potivi, qui était un des super ministres de Yadema, on a vu comment il avait fini. Alors aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas mettre aux arrêts ceux qui sont mêlés dans les détournements? C'est pour cela que moi je dis que la APULC a du boulot. Ce n'est pas la canne, la route le met enfin Fougan seul. Peut convaincre les Togolais que sous sa coupole, aucun détournement ne pourra être opéré dans les différents projets. Nous serons tous derrière et nous allons soutenir. Et quand je vois comment le PND a été mis en place et tout ce qu'il y a autour, ça prouve que ça ne va pas se passer comme certains le voulaient, parce que déjà il y a des appétits qui ont été aiguisés. Le MIFA, ce qui s'est passé, il y avait une grosse brouille entre l'actuel ministre et l'ancien ministre, ce sont les choses telles qu'elles sont. Et donc on a vu comment ça s'est passé. Il a pratiquement mis sur le carreau. Et donc aujourd'hui, nous voulons que les choses se passent bien. Si vous êtes noyé dans une histoire de détournement, que la APULC fasse son travail et qu'on arrête de commencer par les petits poissons. Il y a de gros poissons qui sont là. Je pense que le chef de l'État a eu une longue période d'observation. C'est très longue. Ouais, mais pas trop 12 ans d'observation. Quand vous observez pendant 12 ans, c'est long. Oui, mais ça dépend aussi du système, du moins de où il y a aussi une certaine peur de toucher à des gens qui sont des soutiens du régime aussi. À un moment donné. Et donc, il faut voir, maintenant que le régime est solidement assis, bon, ça aussi c'est pour l'interrogation. Non, mais ce que je voudrais dire par là, c'est que jouit d'une légitimité incontestable.
Point d'interrogation également. Non. Vous n'allez pas me dire. Si vous dites ça dans certains états-majors, on ne sera jamais d'accord avec vous. Non. Légitimité incontestable. On a vu 2017, on a vu 2018. Actuellement, tous ceux qui vont s'adresser à Fonya Singbe vont dire à Monsieur le Président de la République. Non, ça c'est clair. Personne ne remet en cause. Il n'a pas été élu par 100% des Togolais quand même. Non, mais il y a de cela quelques années, ce n'est pas ça. Les gens si les gens s'amusent à le dire, c'est autre chose. Mais non, mais tout le monde sait que c'est le président de la République. C'était ça. Ce que je voudrais dire, c'est que sa légitimité est incontestable aujourd'hui. Il est le président de la République togolaise. Il ne peut pas dire que... on ne peut pas dire maintenant que s'il prend ses actes... qu'on peut considérer vraiment qui va toucher à des sensibilités, ça va faire bouger son pouvoir. Non, je ne pense pas. Donc, il devait avoir le courage d'aller de l'avant et d'agir. Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire par le biais de la Plucia, là, pour pouvoir sévir. Vous avez vu. Moi, je pense qu'à un moment donné, il s'était plus donné au travail. Comment mener des stratégies pour consécuter les détourneurs de fonds là. Il a passé par les réformes au niveau de l'OTR, là, les impôts et la douane. On a vu beaucoup d'inspecteurs de douane là qui s'enrichissaient, qui ont été qui ont été remerciés. Et on a mis sur pied quand même un système qui dissuade quand même ces détournements à un degré très très élevé. Bon, il y a ça demeure quand même des entreprises humaines où il y a des subtilités, on peut faire quoi là. Mais il faut reconnaître que ces systèmes, que ce soit au niveau de OTR et beaucoup d'autres qui ont été pris au niveau des projets qui sont rattachés directement, ont consécuté ces détourneurs invétérés de voilà. Et peu à peu, on ira à bout pour pouvoir maintenant, ce qui saute aux yeux, ce qui heurte l'opinion et qu'on voit que dans ce cas, voilà, c'est ce qui se passe. Il faut qu'on sévisse. Et je pense que le problème, c'est que quand on dit qu'on rattache tout à la présidence, c'est qu'il y a une certaine efficacité. C'est qu'on risque, parce qu'on est aujourd'hui dans une logique quand même de décentralisation, on risque d'avoir un système pyramidal où le chef contrôle tout et ce qui n'est pas bon aussi. Et c'est ça aussi qui est un peu dangereux parce que peut-être c'est parce que le chef de l'État à un moment donné ne fait plus trop confiance à tout le monde comme hier. Et aujourd'hui, il a voulu avoir un regard beaucoup plus regardant dans tout ce qui se fait. C'est une très bonne chose. Mais il doit penser également à responsabiliser ses partis, en tout cas ses collaborateurs. Qu'on laisse carrément ces projets à des entités données. Qu'il fasse un bon casting. Qu'il fasse un bon casting. Parce que j'imagine qu'au jour le jour, il va y avoir des projets de grande envergure. Et si on va vouloir accumuler tout à la présidence, finalement, la présidence va être débordée par des projets. Et donc, je crois qu'il est temps qu'il responsabilise les gens et au final, qu'il amène les gens à rendre compte de ce qu'ils ont fait. Maintenant, par rapport au MCC, tout ça, nous l'avons dit, c'est bien beau. Mais je crois, si j'ai un petit conseil à donner à notre gouvernement, c'est parce que aujourd'hui, on se réjouit qu'on a déjà eu le seuil threshold bientôt, le compact, c'est très bon. Mais il faut qu'on réfléchisse également à travers des mécanismes à sortir de ce bourbier-là, parce que David l'a soulevé. Tout ça, on nous dit c'est des dons, c'est des prêts, mais derrière, c'est les générations à venir qui vont payer. Rien n'est gratuit sur cette terre. Et donc, je crois quand même que le Ghana l'a fait. C'est comme ça, ces aides, les FMI, tout ça, les institutions de Bretton Woods ne font rien gratuitement. Et quand vous voyez aujourd'hui la bruit qu'il y a au niveau de Togocom, où on veut libérer une partie des emplois, c'est un peu dû à ça. On ne nous le dira jamais assez. Moi, j'ai discuté avec un cadre de Togocom, il me l'a confirmé que oui, ça, on ne pouvait pas le dire officiellement, mais quand le pays, c'est parce que nous avons besoin de moyens, mais par moment, quand faire la récession. Il faut faire la récession parce que ça fait partie. Ce qui se passe à Togocom, il y a un petit problème. Attends, on dit qu'on va libérer un certain nombre de quoi là pour recruter un certain nombre de. Mais c'est ce qui choque les gens. Si c'est une question de récession... Non, on parle d'ouverture de capital. Dis-moi, c'est ça. L'ouverture de capital, c'est qu'on permet à des investisseurs étrangers de venir. Et là, l'investisseur étranger a ses principes. D'ouverture. Bon, on ne parle pas de Togocom. Oui, non, c'est une petite ouverture qu'on a fait. On veut libérer un certain nombre de gens, mais en même temps, on veut recruter un certain nombre de gens. C'est ça. C'est vrai. Mais moi, il y a aussi un point il y a aussi un point qui est intéressant et qu'il faut le souligner, David. C'est vrai que à travers le MCC et tout ça, le gouvernement vante
qu'il fait beaucoup de réformes, mais on a aussi l'impression que ces réformes sont plus faites pour satisfaire des partenaires étrangers qui peuvent donner de l'argent que pour satisfaire les populations elles-mêmes. Mais le constat, il a dégagé assez évidemment. Quand vous rentrez dans les maisons aujourd'hui, le panier de l'aménageur n'a pas changé. On a de l'argent, on a des milliards qu'on nous donne chaque année, mais quand vous rentrez à la maison le soir, c'est le même constat qui est fait. Les gens, la situation, les conditions de vie des Togolais ne changent pas. C'est un peu ça. S'il faut aller prendre de l'argent pour faire des réformes et affamer la population. Non, c'est que ce n'est pas que quand on fait des réformes, David, quand on fait des réformes, ça empire les situations. Oui, non. Mais il y a des réformes qui n'ont pas de retombées directes, du moins dans l'immédiat. Mais à long terme. Mais la finalité, c'est que les Togolais vivent normalement. Oui, c'est ça le quoi dans l'objectif. Pour que les Togolais vivent décemment, on a la solution. Il faut faire arrêter la gabegie financière. Il faut punir, il faut sévir, on l'a dit. Des gens, des Togolais ont détourné de l'argent. Tout le monde le sait. Beaucoup d'argent, Dimas. Mais il y a aussi beaucoup de spéculations. Il y a des choses qui ne sont pas aussi vérifiées que ça. La création de cette association doit répondre à cette question. Il faut que... C'est vrai, ça rejoint la question que je posais justement. Par exemple, quand on dit que la lutte contre la corruption va permettre au Togo de pouvoir aller dans le programme Compact, vous voyez, c'est dit, on ne lutte pas contre la corruption parce que c'est nécessaire pour assainir les finances publiques et avoir de l'argent pour satisfaire le partenaire, pour bénéficier de... C'est les deux. On le fait en même temps pour nous et en même temps pour satisfaire. Mais parce que si on le fait aussi, on bénéficie, c'est aussi pour le profit de quoi la dette togolais. Et donc, quoi qu'il en soit, si quelqu'un peut venir d'ailleurs pour vous montrer du doigt ce qu'il faut faire chez vous et que si vous le faisiez, ça pouvait vous arranger, c'est une bonne chose. Ça n'a jamais été mauvais. Donc, ce que nous disons, c'est que ceux qui ont été mis à la tête de cette raplucia-là puissent avoir le cran nécessaire et ne pas vouloir dire qu'à chaque fois que c'est le chef de l'État qui doit me donner les ordres, et finalement ils deviennent faibles. On leur dit de travailler, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là, ils attendent, ils n'ont qu'à avancer. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avancer sous le contrôle du chef de l'État, mais qu'ils aient le courage nécessaire d'avancer. Avec la criette au Bénin, vous avez vu les résultats, c'est de ça. Au même moment, il y a aussi on parle beaucoup de chasse aux opposants, il ne faut pas oublier ça aussi. Il y a ça aussi. Quand on commence par traquer, il y a ça aussi. Ceux qui sont pris, c'est... Si des opposants volaient de l'argent dans ce pays, arrêtez-les. Non, on ne va pas nommer directement des gens. La justice n'a jamais dit que quelqu'un a volé. Donc, jusqu'à preuve de contraire. Non, mais vous rappelez ce qui se passe. Oui, mais vous n'êtes pas juge. On ne va pas accuser quelqu'un. Merci, Magla Teko Kadi, Dimas Ikoto, David Yagwavi. On se retrouve demain.